Le grand enjeu pour moi aujourd'hui, c'est que la vérité historique s'impose sur mon terrain de recherche, qui est donc le sud du détroit de Magellan, donc le détroit Hatitelen. C'est un territoire sur lequel j'ai commencé mes recherches il y a 10 ans maintenant. Et ça m'a permis de mettre le doigt sur l'imposture de l'histoire officielle. Et donc, il y a aussi pas mal de travaux qui avaient été menés au XXe siècle sur les peuples Selknam, Yagan et Khaoch. Lors d'une première expédition que j'ai réalisée sur le terrain en 2013, j'ai pu me rendre compte que non, contrairement à tout ce qui a été dit depuis l'Europe, ces peuples sont toujours bien présents sur le territoire. Ils sont peu nombreux, certes, mais ils sont là. Et ils subissent encore aujourd'hui le déni complet de leur appartenance à ces peuples à cause du métissage qui est imposé comme étant le filtre qui leur interdit toute légitimité. L'extrême sud de l'Amérique latine a été donc, tout d'abord découvert par les Européens en bateau au début du XVIe siècle via les grandes expéditions, les premières navigations autour du monde à la voile. Donc forcément fait référence à Magellan qui a ensuite généré le fait que le détroit de Magellan soit rebaptisé puisque son nom original est en Selknam, c'est le détroit Hatitelen. Donc c'est une colonisation progressive qui est au départ simplement via des explorations d'expéditions limitées dans le temps, mais petit à petit on voit arriver au milieu du XIXe siècle des chercheurs d'or dans la partie chilienne, qui n'était pas encore chilienne à ce moment-là, de la Terre de Feu. Et donc le découpage territorial entre le Chili et l'Argentine commence à se mettre en place. Et surtout sont initiés des projets de conquête. Donc je vais prendre l'exemple de la conquête côté argentin, donc, qui est la conquête du désert. Et donc un désert qui n'en était pas un, puisque toute la Patagonie était peuplée par différents peuples, comme les Tehuelches, les Mapuches, les Selknam, voilà. Et tous ces peuples, on voit que déjà dans le projet du gouvernement de l'époque, on y est, puisqu'on dit qu'on va aller conquérir un désert. On ne va pas les conquérir ni s'approprier les terres de quelqu'un d'autre, non, on va simplement conquérir un désert. Donc pour que ce soit véritablement un désert, il va falloir faire disparaître l'autre. Et c'est là que se mettent en place des différentes stratégies, donc qui est déjà l'assassinat pur et simple sur place, mais aussi la déportation dans des camps de concentration, qui en a eu plusieurs, aussi bien en Patagonie, mais aussi plus au nord, dans l'embouchure du Rio de la Plata, avec la mise en place de ce qui seraient les premiers fours crématoires de l'histoire. Et donc cette colonisation, cette conquête initiée par le général Roca, va mener au fait que l'histoire officielle, donc l'histoire officielle c'est toujours les gagnants qui la racontent, fait disparaître tout un processus de génocide qui va mener à l'extinction officielle de ces peuples. Donc une extinction qu'on va justifier par le fait que soit ils se cachent, soit ils nient leurs origines, soit le fait de survivre était à ce moment-là lié au fait de renier complètement l'appartenance. Il y avait la honte aussi d'être considéré comme issu d'un peuple que les scientifiques classaient comme étant l'échelon manquant entre l'homme et l'animal. Et tout ça est appuyé par des théories qui ont été influencées par les travaux de Darwin, par exemple, sur le fait qu'il y ait une évolution et donc toutes les sociétés humaines n'étaient pas au même niveau. Et donc il fallait hiérarchiser. Et pour hiérarchiser, aller sur le terrain, comprendre, aller chercher des échantillons, ce qu'on appelle l'autre un échantillon à ce moment-là, puisqu'on s'approprie son corps, on s'approprie
le corps de ses membres en fait pour aller appuyer des théories. On va aller faire des mesures anthropométriques, on va exporter ces corps aux quatre coins du monde pour que des scientifiques puissent au sein de laboratoires continuer d'étudier pour essayer d'appuyer leurs théories. Bref, c'est tout un processus de disparition qui se met en œuvre pour aussi ne plus remettre en question le fait que toutes ces terres aient été spoliées, qu'elles ont été vendues par les gouvernements à des grands propriétaires terriens qui ont fait fortune grâce au marché de la laine de mérinos et aussi grâce au transport, aussi grâce à la graisse de baleine qui était beaucoup exportée en Europe. Donc là, je vous parle vraiment d'une période clé qui a eu lieu entre 1880 et 1920 à peu près. Donc le fait qu'on soit aussi... le monde était très occupé par les guerres mondiales. Donc finalement, le regard porté sur cette région du monde était quasi inexistant. Et donc ces peuples se sont retrouvés soit à être victimes de ce processus, donc avec une extermination massive, mais aujourd'hui, on voit que ce n'était pas une extermination puisqu'il reste les descendants de ceux qui ont réussi à passer entre les mailles du filet, qui se sont frayés un passage parmi l'horreur pour pouvoir transmettre cette information, transmettre cette mémoire collective, cette histoire à leurs descendants. Et ces descendants le transmettent à leurs descendants et la mémoire collective dépasse l'échelle de temps que je pense les États imaginaient, puisque l'objectif de ne pas faire le travail de réparation historique, c'est tout simplement de ne pas remettre en cause l'histoire officielle, de ne pas remettre en question l'appartenance de certains territoires à certaines personnes qui ensuite ont eu un rôle politique important et qui continuent de l'avoir. Donc on est sur des personnes haut placées. Sauf que, chemin faisant, l'histoire elle reste. Le passé, aussi pourri soit-il, il continue d'être transmis. Et il continuera de l'être tant que la réparation ne sera pas faite. Et tout ce que pour l'instant l'Argentine et le Chili se refusent à reconnaître, toutes ces informations auxquelles ils refusent de donner accès pour des raisons politiques, eh bien c'est juste repousser l'échéance. En les dénuant d'humanité, on arrive à justifier et à se donner bonne conscience sur l'horreur en fait. Et donc il y a eu j'ai lu plein de témoignages comme ça de l'époque où on voyait que non, mais c'est simplement qu'ils n'étaient pas adaptables à la civilisation. Ils ne pouvaient pas s'adapter. Le saut était trop grand entre leur degré d'évolution et le nôtre. Donc il n'y avait pas d'entente possible, il n'y avait pas de cohabitation possible, et finalement, les exterminer, c'était presque leur rendre service, si on reprend certains propos de l'époque, quoi. Et donc le fait de les parquer, de les concentrer, de les massacrer, tout ça était appuyé aussi par les scientifiques de l'époque, c'est-à-dire que il faut imaginer en 1889 à Paris, des Selknam qui avaient été capturés via l'autorisation du gouvernement chilien en terre de feu, étaient exhibés comme des animaux. Et ça choquait peu de gens finalement. Ça choquait peu de gens et c'était l'époque où naissait le racisme aussi. L'époque où sous couvert d'exotisme, on faisait venir des peuples du monde entier. Et puis on avait quand même la chance à ce moment-là, je noterai l'ironie, on avait la chance de pouvoir faire venir l'échelon le plus bas d'évolution de l'espèce humaine. Donc faire venir des Selknam de terre de feu, des sauvages nourris de viande crue, on était dans de l'exceptionnel. On était dans de l'exceptionnel et surtout, on ne fait pas naître l'empathie à ce moment-là parce que, non, heureusement qu'on n'en est plus là quand même. Donc derrière, c'est appuyé par des théories d'anthropologie physique, c'est appuyé par toutes les mouvances racistes de l'époque. Et surtout, ça fait que
localement, les Chiliens et les Argentins ayant reçu forcément ces informations des chercheurs, puisqu'ils accueillaient des chercheurs du monde entier. Il y a eu plusieurs expéditions françaises qui ont été menées aussi bien en terre de feu que plus au sud dans l'archipel du Cap Horn. Donc je vais faire référence à l'expédition de Wilhelm Sérousson en péninsule Mitré, donc en territoire Rauch. Et donc c'est des expéditions durant lesquelles l'appropriation du corps de l'autre faisait partie du programme, c'est-à-dire qu'il fallait rapporter des échantillons. Donc on rapportait des crânes, on rapportait des membres, on rapportait tout ce qu'on pouvait. Et ça a été la même chose en 1882-1883, lors de l'expédition du commandant Martial, avec à son bord le professeur Iades, qui était médecin et qui a été l'ethnologue de l'expédition. Et donc cette expédition s'est déroulée près du Fort Cap Horn, donc dans la baie Orange, et auprès des Yaghan. Et on voit dans les écrits d'Iades, dans les photos qui ont été prises par d'autres membres de l'expédition, je pense par exemple au professeur Dawes, donc ces photos où on voit qu'on cherche à décrire le corps de l'autre, à décrire sa morphologie, son anatomie pour venir aider la recherche de l'époque. Et à ce moment-là, quand le bateau, donc la Romanche, le bateau commandé par le commandant Martial, repart de la baie Orange pour retourner en Europe, il fait un arrêt auprès du missionnaire anglican Thomas Bridge, qui est considéré comme le fondateur de la ville d'Ushuaia. Lorsqu'il s'arrête là, il ne repart pas les mains vides, il repart avec des caisses d'ossements. Et dans les cales du bateau, il y a aussi des restes humains, des corps gardés dans du formol pour pouvoir ensuite les étudier sur place en France. Il faut savoir aussi que les Yaghan étaient réticents à l'idée d'être soumis à toutes sortes on essayait de faire des moulages, on leur faisait des mesures, enfin il y avait tout un protocole qui avait été établi par des anthropologues pour pouvoir les décrire le plus finement possible, puisqu'on était parfaitement conscient via déjà les premières épidémies et les hécatombes qui avaient eu lieu dans les canaux, puisque quand les baleiniers et phoquiers venaient chasser dans la région, on était sur des équipages à 100% ou presque masculins, et donc les femmes Yaghan ont vite été des victimes de viols, de captures, etc. Donc il y a rapidement des épidémies qui se sont diffusées au sein de l'archipel et qui ont été une part importante du génocide dont ils ont été victimes. Et ces histoires, on retrouve peu d'informations. C'est principalement dans les journaux de bord des navires qu'on arrive de temps en temps à retrouver des témoignages sur ce qui s'est passé. Mais sinon, c'est des choses qui restent, là encore, transmises de génération en génération, de telle personne qui avait été abandonnée seule sur une île après avoir été capturée sur tel bateau, de fosses communes qui ont pu être ensuite faites dans certaines îles. Voilà, toutes ces histoires-là, on ne peut pas réparer, on ne peut pas avoir de résultats qui soient acceptés par les recherches si on se contente de la mémoire collective. Pour que le témoignage soit réellement pris en compte, il est nécessaire, malheureusement, de devoir les corroborer, d'aller les prouver. Et donc ces preuves, c'est pas forcément localement qu'on arrive à les trouver, c'est à l'extérieur des pays. Et c'est principalement en Europe, via ces expéditions qui ont été menées. Donc c'est tout un travail de fourmi, un travail archivistique, d'aller reconstituer, d'aller retrouver ces informations qui vont venir illustrer ce qui a été dit. Et après, aller aussi sur le territoire, sur le terrain, pour corroborer ces propos. Donc on voit qu'on est sur une démarche qui est protéiforme. On ne peut pas se contenter d'être simplement sur le terrain. On ne peut pas non plus se contenter de ce qui nous est raconté sur place. Il faut aussi aller chercher la preuve ailleurs. Et pour eux, c'est très difficile puisqu'elle est extérieure, quoi.
Alors, au tout départ, je me suis intéressée à ce sujet pour... c'est au départ l'attrait du territoire en lui-même, puisque depuis toute petite, le vent, les tempêtes, tout ça, c'était mon truc, quoi, et la montagne aussi. Et pour moi, la Patagonie, c'était la synthèse un peu de ce qui m'anime. Et c'est vrai que j'ai commencé mes recherches dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que j'étais en rééducation après un gros accident de voiture. Et ça a fait que il y avait une part de défi un peu dans le fait de se dire, allez, je vais essayer d'aller là-bas. J'avais jamais fait de voyage lointain, je parlais pas espagnol. Voilà. Mais je me disais que, je sais pas, il y avait une énergie qui me poussait à faire ça. Et en arrivant sur place, voilà, je me disais, bon, de toute façon, je m'étais préparée mentalement, j'allais rencontrer personne, ils sont tous disparus, ça fait 50 ans qu'on le répète. À un moment, c'est pas moi, Lauriane Lemasson, qui va arriver avec son petit sac à dos et qui va changer le monde, quoi. Hein. Faut être clair, quoi. Ils sont plus là, quoi. Donc, j'ai commencé à marcher, je me suis retrouvée confrontée à des moments très forts, comme ça, de campements désertés, où on voit que ils n'ont même pas eu le temps d'emmener leurs ustensiles du quotidien. Tout est resté sur place 100 ans après, quoi. Et ça a été des moments très forts parce que quand on le vit en groupe, voilà, on partage cette douleur un peu. Alors que quand on est seul, on a toutes ces questions qui nous viennent de qu'est-ce qui s'est passé ici, quand, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et cette absence-là, cette solitude, je trouve qu'elle est très forte quand on se retrouve seul, en fait. Moi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. De voir ces flèches au sol, de voir tous ces ustensiles du quotidien, quoi. Moi, je voyais vraiment un repas de famille sous mes yeux où on aurait tout laissé en place et il manquait juste leurs acteurs, quoi. Et donc, j'ai continué. Ça a été un des moments très forts pour moi, ces rencontres-là de campements désertés. Et puis ensuite de découvrir que, oui, il y avait bien cette imposture, ils sont là, ils sont présents. Et pourquoi on les ignore? Et ça a été donc l'ouverture d'une boîte de Pandore pour moi, dans laquelle je m'immerge depuis maintenant pas mal de temps et qui donne... dans les moments de doute, il suffit de se rappeler de ces sensations, en fait. De se dire, voilà, sur ce campement-là, il y avait eu ça. Telle personne, maintenant, quand on parle de la mémoire collective de sa famille, il s'est quand même passé tout ça. Et je pense qu'il y a un rôle de passeur à ce moment-là, d'essayer de faire des ponts entre chez nous, chez eux, le passé, le présent, puis de se dire que grâce à ça, on peut reconstruire des choses, on peut accompagner, et puis finalement, ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'on doit apporter, et après, les implications politiques qu'elles auront, ce n'est plus de mon ressort, quoi. Mais simplement faciliter l'accès. Eh bien aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'injustice derrière tout ça, il y a tellement de travail pour que, je sais pas, il faudrait que je sois quelqu'un d'autre, quoi, pour me résigner, parce que c'est pas dans ma façon d'être. Et non, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire, il y a tellement pour s'indigner. Et pas seulement là-bas. En France, c'est pareil. Le traitement réservé à ces 3 personnes que j'ai eu la chance d'inviter en 2019, quand je vois comment on les a ignorées, pour moi, c'était choquant, quoi. Pourquoi la France a ratifié la Convention 169 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui, parmi les nombreux articles de cette convention, il y en a un qui est dédié aux restes humains. Et il est indiqué que les gouvernements et les institutions doivent faciliter et aider à la restitution et à l'accès à l'information concernant les restes humains. Alors ça, c'est le théorique. Hein, mais la pratique, elle n'était pas du tout dans le respect de ces textes. Puisque malgré des mails, malgré une venue sur place, eh bien, le silence nous était imposé jusqu'à une réponse où, même si les mails étaient adressés au directeur des collections, hein, mais au nom de tous, hein, c'était pas mon nom, c'était pas mon initiative personnelle, c'était quelque chose qui m'avait été demandé.
Donc malgré des écrits qui comprenaient un groupe, eh bien la seule réponse que nous avons eue était une réponse à mon intention, comme quoi eh bien, il ne pouvait pas se faire dicter ses priorités par une collègue, même si la demande était légitime. Et à partir de là, pour moi, je sais pas, j'étais tombée plein de fois sur le fait qu'il y a des comités d'éthique, on parle de déontologie, on parle d'essayer de réparer l'époque coloniale, d'essayer de penser les blessures d'hier pour construire un demain meilleur. Et on voit qu'en fait, non, c'est du blabla tout ça. Parce que dans la pratique, c'est pas ce qui se passe. Oui, je l'ai ressenti en 2019, lors du festival Aizebegui, durant lequel José, Mirta et Victor étaient venus témoigner à la première personne de leur peuple, enfin de l'histoire passée, présente et on espère future de leur peuple, dans un sens positif. Et donc j'avais exposé à ce moment-là 18 clichés que j'avais pris en 2013. Donc c'est une exposition que j'avais intitulée « Paysage sans visage ». Et pour moi, au moment du vernissage de l'expo, ça a été très émouvant de dire oui, effectivement, j'ai bien écrit paysage sans visage, mais aujourd'hui, 6 ans après, ces paysages, ils ont aujourd'hui 3 visages autour de moi qui sont eh bien, ces 3 personnes. Et ce qui a été fort, ça a été au moment où... Donc c'était une expo avec des images qui avaient été tirées en grand format, et auquel était associé un petit QR code qui permettait via le téléphone de scanner et de pouvoir écouter le son du moment de la photo. Et je me souviens de voir Mirta, donc, qui se retrouve face à... C'était une photo de la Pampa, et qui se retrouve donc face à un grand cliché de la Pampa, donc de chez elle, quoi, et avec un enregistrement dans lequel apparaissait le guanaco. Et le guanaco, donc c'est le lama de terre de feu. Et c'est un peu l'animal totem des Selknam. C'est celui qui permettait de se nourrir, de se vêtir, de créer différents ustensiles. Enfin, c'était vraiment un animal essentiel à la vie de son peuple. Donc elle se retrouve face à cette photo, face à écouter la résonance du cri du guanaco dans ce lieu. Et je la vois qui se met à pleurer, quoi, et qui me dit « mais en fait, je suis chez moi et c'est comme si mes ancêtres me parlaient ». Et je pense sincèrement que l'art, oui, est une porte d'entrée vers le fait de s'approcher d'une forme de vérité. Mais c'est aussi une manière de toucher, c'est une dimension sensible qui va permettre de dépasser certaines barrières qu'on se met et qui va plus facilement faire naître de l'empathie, oui. Qui permet de sentir vraiment, que ce soit l'absence, que ce soit l'injustice, que ce soit... On peut exprimer tellement de choses avec la musique, avec la photo, tous les arts peuvent nous permettre ça. Et voilà, il y a une proximité qui se crée. Alors les sentiments sont très variés d'une personne à l'autre. Chez certains, ça va être l'envie de lutter, de revendiquer, mais d'une manière assez pacifique, c'est-à-dire constructive, de se dire voilà, le passé est le passé, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour travailler ensemble en bonne intelligence pour réparer ce qui peut l'être. Donc ça, c'est vrai que c'est une attitude avec laquelle, pour moi, pour travailler, c'est quand même génial parce que on ne se sent pas le blanc qui vient pseudo-néocolonialiste, je sais pas quoi, voilà, on ne se sent pas... voilà. Mais il y a aussi une partie, bon, ils ne sont pas nombreux, qui à partir du moment où on vient de l'extérieur, à partir du moment où on est blanc, on est forcément malveillant, on est forcément là pour s'approprier, pour voler, Alors c'est sûr, le passé le montre, c'est déjà arrivé, et ça continue d'arriver. Simplement, quand on a une attitude de vouloir partager, de vouloir mettre à disposition, c'est difficile de pouvoir travailler de manière constructive avec ce genre d'opinion, puisque c'est vrai qu'on se sent tout de suite
mais rejetés complètement. Hein, et, donc il y a cette attitude-là, puis il y a aussi un troisième sentiment qu'on voit, eh bien c'est celui de... Troisième attitude plutôt, c'est celle de ne pas vouloir parler du passé, de ne pas vouloir reconnaître l'appartenance parce que c'est trop douloureux. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ne se revendiquent pas Selknam pour cette raison. Donc les autres du groupe vont dire oui, non, mais cette personne, elle est Selknam, oui, ou elle est Rauch, ou elle est Yagan. Mais la personne elle-même ne va pas vouloir le dire, ni l'assumer, entre guillemets, hein, pour la bonne raison que le passé est trop douloureux. Ça remue trop de choses. Et donc, plutôt que de le communiquer, eh bien, tout est gardé. Et c'est des personnes qui vont parler avec quelques personnes de confiance de temps en temps, mais qui vont pas, qu'on verra jamais, on va dire, publiquement prendre des positions sur des sujets qui concernent le peuple, enfin leur peuple, quoi. Oui, j'ai de l'espoir parce que il y a donc la génération suivante, donc je pense par exemple aux enfants de Mierta, on voit qu'il y a une volonté qui est affirmée, même publiquement, de revenir sur le devant de la scène un peu, de se réapproprier certains savoirs et de revendiquer certains droits. Donc je prends l'exemple de ces filles qui se sont regroupées, donc pas ces filles seulement, mais le groupe familial, disons, mais que des femmes principalement, qui ont créé le petit groupe Krocholna, qui veut dire les femmes qui reviennent, quoi. Et effectivement, c'est des jeunes femmes qui sont dans les mêmes âges, quoi, c'est la même génération, et c'était super de pouvoir partir avec elles sur le terrain. Elles avaient leurs enfants, on a pu aller voir la hutte du site Ewan 1, où il y a une hutte de 1905 qui était une hutte rituelle, un rituel qui a eu lieu en 1905. Donc on voit encore les troncs, tout est encore en place, et on a pu aller ensemble voir ce site. On a pu, donc ils n'étaient jamais allés. Moi, en tant que chercheuse, j'arrive, les archéologues m'invitent, on y va. Mais eux, on les avait pas invités à aller voir cette hutte qui est pourtant un élément hyper important de leur patrimoine. C'est la seule hutte pour l'instant connue, encore sur pied, et qui atteste vraiment d'un rituel initiatique des jeunes hommes qui avait eu lieu là, quoi. Et donc ce qui était génial, c'était de passer ces quelques temps avec eux, d'aller leur montrer voilà, les différents éléments de carte que j'avais pu reconstituer. On était là ensemble à essayer de se dire, alors attends, ça pourrait se prononcer de telle ou telle manière, parce que c'est pareil, tout a été transcrit. Sauf qu'on sait que l'on transcrit, nous, en fonction de notre langue. Donc on va chercher à se rapprocher du son que l'autre est en train de prononcer, mais malheureusement, on va transcrire avec l'orthographe qui nous correspondrait le mieux à ce moment-là. Mais on ne va pas, que ce soit d'une langue à une autre, je me retrouve parfois avec des toponymes où j'ai 15 orthographes différentes, quoi. Donc c'est pas évident de savoir exactement comment on va le prononcer, quoi. Donc je me souviens d'être là, on était là en train d'essayer de prononcer, essayer de dire voilà, ça pourrait signifier telle ou telle chose, que telle montagne, ah oui mais regarde telle montagne, si on regarde bien, ça s'aligne avec tel autre élément du paysage, mais ça pourrait correspondre à ce moment-là au chemin saisonnier qui permettait de partir du cœur de l'île pour aller sur le littoral en hiver, pour avoir à ce moment-là les ressources alimentaires assurées, quoi. Et donc oui, j'ai de l'espoir parce que il y a un vrai renouveau, et le mouvement indigène en Amérique latine, il est récent. La communauté Selknam, elle a été reconnue en 1994. La première obtention de terre, c'est début du XXIe siècle. Donc on est dans le présent, là, on est dans l'action. Les choses, elles sont en cours. Simplement, il y a un décalage entre ce que demandent les États et ce qui correspond au peuple. Si je prends l'exemple des Selknam, on leur demande de se rassembler en communauté. Mais c'est un peuple qui n'a jamais fonctionné en communauté. Il a toujours fonctionné en petits groupes familiaux, avec des territoires. Il y avait 83 territoires sur l'ensemble de la Terre de Feu, donc qui comprenaient des territoires Rauch et des territoires Selknam, donc c'était vraiment des territoires de chasseurs-cueilleurs. Et c'était des groupes familiaux.
on n'était pas sur une communauté. Il n'y a jamais eu de communauté Selknam, Rauch dans l'histoire. Donc on leur demande d'arriver à un consensus, de prendre des décisions communes, quand le fonctionnement en commun n'est déjà pas à la base même de ce qu'ils sont. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de blocages, que ce soit dans la revendication de certains droits, dans l'obtention de la restitution de... Alors la restitution parfois est en cours de certains corps, puisqu'en Argentine il y a eu quand même un peu de chemin de fait à ce niveau-là, mais on voit que malgré ça, au moment où la restitution peut devenir effective, eh bien, il n'y a pas d'accord entre les Selknam. Donc on les met où, ces corps? On leur fait une sépulture. Ou quand telle partie de la communauté souhaite que ce soit dans le lieu A, l'autre partie dans le lieu B, un autre dans le lieu C, et ça fait qu'il n'y a pas de... On ne peut pas, ils ne peuvent pas avancer à ce moment-là. Donc je pense que les gros changements qui pourront s'opérer dans les années qui viennent, ce sera d'être capable de reconnaître un groupe, aussi petit soit-il, familial, qui permettra de traiter de ces questions à une échelle qui sera adaptée. Alors oui, il y en a eu un qui... Je pense que j'aurais peut-être baissé les bras dans tout ça si je ne l'avais pas rencontré, puisqu'il a toujours été là quand je doutais aussi. Donc c'est le professeur Jean Mallory, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2013. Donc j'ai rentré d'expédition, j'avais écrit mon master, j'avais soutenu, etc. Et puis il se trouve que dans cet écrit, j'avais utilisé des références, plusieurs références au professeur Mallory. Et bon, à ce moment-là, je n'étais pas consciente du personnage qu'était le professeur Jean Mallory. Et ouais, en toute naïveté, j'ai pris contact avec le centre d'études arctiques en me disant, voilà, moi je vais lui remettre mon master et puis il aura accès voilà, à ce que j'ai fait comme travail. Peut-être que ça intéressera, puis sinon peut-être que... Là, j'avais vu qu'il était âgé, je me suis dit, peut-être rien à faire, mais voilà, au moins... J'ai utilisé une partie de ses travaux, je l'en informe et puis on verra ce qui se passe. Donc c'était le mémoire où je reprenais une partie du cheminement que j'avais fait en Terre de Feu pendant ces quelques mois. Et aussi tout le travail en amont d'analyse, d'écrit. Et il se trouve que 15 jours plus tard, eh bien, il m'appelle, me donne rendez-vous et on se retrouve, c'était à la Bellevilloise. Et on a commencé à travailler ensemble. Voilà, il m'a dit, écoutez, moi j'ai envie de travailler avec vous. Et puis il se trouvait que moi aussi j'avais bien envie de travailler avec lui quand même, enfin, oui. Et on a commencé à travailler ensemble et c'est vrai que ça fait maintenant 8 ans que j'ai la chance de ne pas avoir forcément besoin de lire ses livres et de les avoir, que ce soit au téléphone, tous les moments qu'on a pu passer ensemble, puisqu'ensuite il m'a donné la responsabilité de m'occuper de son fond sonore. Donc aussi bien l'élaboration, la classification, la digitalisation. Donc ça c'est un travail qui est encore en cours, puisqu'il y a beaucoup de contenu. Et donc j'ai travaillé avec lui là-dessus. Je travaille aussi certaines collaborations sur, je pense par exemple à la dernière édition de l'Ultima Thule, au travail aussi qui a été fait pour ses mémoires qui sortiront prochainement. Donc le fait d'avoir travaillé avec lui m'a permis de m'ouvrir vraiment à la pluridisciplinarité, à voir tous les effets néfastes de certaines théories de l'anthropologie et de l'ethnologie que lui a vécu depuis ses débuts, puisque il y a qu'à voir son amitié avec Claude Lévi-Strauss et tout c'est un livre ouvert de parler avec lui. Donc, et donc tout ce qu'il décrit, toute cette indignation qu'il a encore, qui l'anime, qui font qu'il se met en colère contre certaines pratiques, font que c'est très inspirant pour moi, puisque c'est des choses que je vois de manière aussi très crue sur mon propre terrain. Donc voilà, c'est un soutien énorme
et surtout intellectuellement une personne fabuleuse.